Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Romain qui m'envoie tout simplement « Qu'est-ce que tu penses du test de QI ?» Alors son mail était beaucoup plus long que ça, beaucoup plus détaillé le concernant, mais j'ai choisi de garder uniquement cette question parce que sinon on allait rentrer dans une lecture qui allait être aussi longue que la vidéo tout entière. Tu m'en excuseras Romain, je vais quand même essayer de répondre à cette question de « Qu'est-ce que je pense du test de QI ?» Alors il y a plusieurs choses qui me viennent directement quand je me connecte à ça. C'est déjà que si tu as suivi un petit peu ce que je fais sur cette chaîne, je me suis positionné en dehors du test de QI. En effet, je reçois beaucoup d'invités qui ont des points de vue différents sur ce test, soit qui le discréditent complètement, soit qui lui apportent une certaine crédibilité, soit qui lui apportent déjà une valeur factuelle, ce qui, en fait, est simplement des années et des années avec des milliers et des milliers de personnes qui passent le test, qui lui donnent intrinsèquement une valeur scientifique. Il y a énormément de gens qui ont passé ce test. C'est la donnée scientifique la plus robuste qu'on ait en ce moment. Mais c'est pas parce que c'est la donnée scientifique la plus robuste que c'est suffisant, que c'est satisfaisant. Nous sommes face à quelque chose qui déjà a été détourné de son utilisation première, puisque je pense que tu es au courant, Romain, mais je le dis pour les gens qui ne seraient pas au courant, ce test-là, au départ, était prévu plutôt pour explorer l'autre côté de la courbe de Gauss, pour savoir les personnes qui étaient considérées comme déficientes, avec une impossibilité de suivre le cursus scolaire ou d'appliquer quelques consignes un petit peu complexes qu'on aurait pu leur donner, ce qui ne présage en rien de leur intelligence émotionnelle ou autre forme d'intelligence qui ne serait pas simplement analytique, langagière, rationnelle, d'une certaine façon. Donc cette courbe de Gauss, ce test de QI, tout ça, ça a été créé pour aller chercher les personnes qui n'avaient pas les capacités de suivre une scolarité normale et pour éclairer une sorte de limite au-delà de laquelle les personnes seraient prises en charge d'une façon différente, considérées d'une façon différente. Je ne sais pas ce que j'en pense de ça non plus. C'est-à-dire qu'on peut concrètement avoir croisé des personnes à qui on ne peut pas poser toutes les questions, puisqu'ils ne sont pas, je dirais, branchés de la même façon que nous. Donc du coup, il faut s'adapter, tenter de s'adapter, si on est en mesure de le faire, et puis laisser cette personne s'exprimer pour essayer de comprendre d'où elle parle, d'où elle s'exprime, qu'est-ce qui... Ouais, d'où ça part, en fait. Et on peut être profondément ému par une personne qui, justement, n'a pas tout l'attirail rationnel qui est le nôtre quand on commence à monter dans le cerveau et à pouvoir planer au-dessus des problématiques et se balader dans l'abstraction, dans les valeurs, dans des choses qui sont peut-être aussi des éléments de fuite de l'émotionnel. Les personnes qui se baladent de ce côté-là de la courbe de Gauss sont en fait beaucoup plus enclins à laisser les émotions les traverser sans réfléchir, sans parer les coups, en se laissant traverser de façon très simple et à la fois presque enviable, parce que d'une certaine façon, justement, le regard des autres pèse beaucoup moins lourd, je crois, quand on est branché de cette façon-là. Mais je fais des essentialisations qui sont tout à fait inexactes. Voilà pourquoi, le reste du temps, je ne me prononce pas personnellement sur ce sujet-là. En fait, le QI est une donnée externe. C'est-à-dire que quand on a besoin du test de QI, c'est qu'on demande une validation de l'extérieur sur son propre cas. Alors j'avais déjà évoqué les notions de locus de contrôle interne et externe, mais je reviens là-dessus. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un locus de contrôle interne qui fonctionne n'a pas besoin de passer le test, n'a pas besoin d'avoir une institution qui mette un coup de tampon sur un morceau de papier pour lui dire à quel point il est ou non intelligent. Ce besoin se fait sentir quand on doute. Et c'est presque une des choses qui est propre. Alors c'est pas que les gens qui ne sont pas surdoués ne doutent pas, mais le doute permanent, c'est une des données qui permet aussi de repérer les personnes qui ont un mental qui fonctionne de façon atypique, une façon de se positionner dans la vie, de s'incarner, qui met le doute au centre presque de l'existence. C'est-à-dire que tout va être questionné. La façon dont personnellement je botte en touche, c'est le fait que je vais parler des décalés de naissance justement pour me passer de ce test-là. Ce test,
il est à destination des personnes qui vont demander une validation extérieure de leur intelligence par rapport aux autres. C'est un besoin tout à fait légitime, je l'ai eu à un moment de ma vie, donc je vais pas me cacher derrière mon petit doigt. J'ai eu ce besoin-là. Et je suis allé passer le test parce que ce besoin hurlait à l'intérieur de moi et il fallait absolument une réponse de l'extérieur puisqu'à l'époque, je ne me considérais pas comme étant assez valable pour répondre moi-même à cette question-là. Pour moi-même envisager de dire je vaux quelque chose. Et voire même je suis inestimable, puisque c'est là où j'en suis aujourd'hui. Mais je ne m'applique pas ça à moi seul, c'est-à-dire que je suis inestimable au même titre que tous les êtres humains, puisqu'en fait on estime des choses, on estime des maisons, on estime le prix du blé sur le cours de la bourse, etc. Donc ça objectifie en fait. Estimer, c'est objectiver d'une certaine façon. Quand on parle d'estime de soi, à mon sens, on oublie la version, on oublie la dimension humaine en fait là-dedans. On oublie la dimension inestimable d'un être humain, qu'il soit d'un côté ou de l'autre, de la courbe de Gauss ou au centre. Ça, vraiment, je fais pas de tri là-dessus, puisqu'on peut être désarmé par l'humanité de n'importe qui, à n'importe quel endroit de cette courbe de Gauss. Donc, quand on demande ça, on demande une validation extérieure. Et c'est là où le test de QI s'avère fort utile, malgré ses imperfections. C'est-à-dire que c'est ce dont nous disposons de plus précis, de plus historiquement sourcé. C'est ce qu'on a de mieux, c'est le meilleur outil dont on dispose pour l'instant. On pourrait presque rejoindre Churchill lorsqu'il disait « La démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes ». Et donc, à ce titre-là, le test de QI est ce dont nous disposons de plus efficient, de plus efficace et de plus sourcé. C'est tout. Et donc, soit on se contente de cet à peu près pour nous-mêmes nous positionner par rapport à l'ensemble des gens qui ont passé ce test-là, donc ça veut dire qu'en fait on s'en remet au test. Donc on abdique d'une certaine façon de toutes les critiques qu'on pourrait faire de ce test-là pour nous situer, parce que énormément de gens ayant passé ce test-là, on sait par rapport à ces gens-là, où on se situe. C'est clair, puisqu'ils ont eu les mêmes questions que nous. Même s'il y a plusieurs versions du test, franchement, on est dans quelque chose d'assez tangible. Mais on vient, en fait, comme dans toutes les façons qu'on a d'expliquer le monde, on vient de réduire le monde au test de QI, tout simplement. Et donc, c'est agréable ou pas, ça gratte ou pas. On est confortable ou on ne l'est pas. Si on n'est pas confortable, ça veut dire que peu importe le résultat qu'on va avoir sur ce test, en fait, on n'y apportera pas spécifiquement de crédit et ça ne nous tranquillisera pas. Et c'est ça que j'entends, en fait, derrière cette question-là. Alors, je me trompe peut-être, Romain, mais j'imagine que tu as une intranquillité qui dit, même si je passe le test, même si j'ai le score escompté, je ne serai pas calmé à l'endroit où j'ai besoin d'être validé pleinement par l'extérieur comme étant différent. Et d'une certaine façon, différent différent par excès, c'est-à-dire différent par débordement, débordement d'intensité, débordement d'idées, débordement de questions, débordement de sensations, d'émotions. Et j'avais pas prévu d'arriver là du tout dans mon discours, mais je me retrouve à côté de toi, à cet endroit-là, à cet endroit où il faudrait une explication tangible, il faudrait pouvoir le dire aux gens, il faudrait pouvoir leur expliquer à quel point c'est intense ce qu'on vit. Il faudrait avoir un papier, il faudrait avoir une carte qui leur dise « Ouais, mais tu vois ce qui se passe à l'intérieur de moi. » Et un truc qui désamorce tout ce que ça peut provoquer de jugement de leur part, tout ce que ça peut provoquer de regard en coin, de sourire, d'incompréhension, de stigmatisation, de marginalisation dans leur façon de nous considérer. On aimerait pouvoir désactiver ça par une preuve, quelque chose, un argument massu, quelque chose qui fasse que, ça y est, les questions se taisent. Les interrogations, les doutes. Et ben non, quand on aura passé le test de QI, on pourra rester avec exactement les mêmes questions que quand on l'avait pas passé. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on est passé à travers les questions de ce test, et que par rapport à tous les gens qui ont passé exactement ce test-là, ou les versions précédentes, nous nous situons à cet endroit-là de la courbe de Gauss. C'est le seul truc qu'on peut savoir avec ça. C'est frustrant. C'est frustrant, mais c'est utile, à des moments, pour certaines personnes, de savoir comment elles se positionnent par rapport au reste du groupe.
où elle se situe sur cette courbe, c'est une vraie question. Plus ou moins utile selon les questions qu'on a envie de se poser, hein. On n'est pas obligé d'y aller. Mais c'est frustrant à l'endroit où, bah oui, c'est que ça, en fait. C'est que un test que plein de gens ont fait, et qui dit que quand on passe ce test, bah, par rapport aux autres gens qui l'ont passé, bah, on se situe là, et c'est tout. Et je finirai en élargissant sur une idée qui n'est pas de moi, qui est défendue par Fabrice Michaud, que j'apprécie tout particulièrement, et puis bah, qui l'a déjà un petit peu exposé sur cette chaîne. Donc je t'invite, si tu veux Romain, à aller voir l'interview complète de Fabrice Michaud sur cette chaîne, ou alors à aller directement voir la sienne, puisqu'en fait, il défend un point de vue qui est défendu par personne d'autre à mon sens, de façon publique en tout cas, mais à l'espèce de limite du 130 de QI qui a été donnée en disant au-dessus on est surdoué et en dessous on ne l'est pas. Il a rajouté un axe vertical, pour moi en tout cas, qui commence peut-être pas au début de la courbe de Gauss, mais qui fait ça. Et cet axe-là, en fait, c'est d'un côté la surefficience. Ce côté-là, en fait, la surefficience, ça va être, on peut être au-dessus de 130, mais être parfaitement adapté à la société telle qu'elle est, et en fait exceller, tout simplement, dans ce qui est déjà là, et se faxer à l'intérieur, s'habiller avec les habits qu'il faut, et exceller dans ce qui est déjà là, et en le poussant un tout petit peu plus loin. Donc, la surefficience, c'est être hyper adapté et hyper performant en même temps. Et de l'autre côté de cet axe qu'il met en place, il y a, j'espère que je trahis pas sa pensée, mais j'ai l'impression que j'avais compris un petit peu son idée, il y a de l'autre côté les surdoués. Et les surdoués, eux, c'est les gens qui vont se sentir appartenir à une autre espèce, qui vont être perplexes, qui vont avoir des questions plein leur sac, qui vont avoir du mal à passer à l'action, parce qu'en fait, ils sont sans cesse remis devant l'absurdité de ce qui est en train de se passer, les limites, les élans qui vont être impossibles à suivre, les coutumes que les autres suivent et qui nous font nous poser tant de questions. Donc on se retrouve assez perplexe devant les comportements des autres. Donc on ne peut pas exceller dans ces comportements-là puisqu'en fait, ils sont désactivés au niveau du sens. Un surdoué, si moi je vais dans la perception que j'en ai maintenant, c'est-à-dire que maintenant que j'ai posé ça, c'est comment ça me touche. Comment ça me touche le fait que Fabrice Michaud il fasse cette distinction. Moi, je me considère plutôt étant du côté surdoué, dans le sens où, justement, je vais avoir cette appétence à toujours questionner ce qui est en train de se passer, à toujours remettre en question ce qui est en train de se dire, et pourquoi, d'où parlent les personnes, pourquoi ils parlent comme ça, pourquoi ils ont envie de faire ça, la motivation derrière les choses, le sens derrière les choses. Et tant que le sens, il n'est pas nourri, je fais pas un pas, en fait. Il y a un truc comme ça. Maintenant, je suis plus apte à le faire, mais j'ai dû travailler très fort pour pouvoir faire un pas dans une direction où je me disais, attends, je sais pas encore le sens que ça a. Et donc, cette distinction, elle me paraît quand même précieuse, même si elle n'est pas validée par toutes les personnes. Et donc, au-delà de ce test de QI, je te propose cet élargissement qui n'est pas de moi, et d'aller voir Fabrice Michaud dans la distinction qu'il fait entre la surefficience et les surdoués de l'autre côté. Parce que du côté des surdoués, on a une inadaptation essentielle, de l'ordre de l'essence. Ça ne prend pas. Donc tout à l'heure, en lisant ta question, juste en me disant bah tiens je vais répondre à différentes questions aujourd'hui, j'ai lu ta question et l'exemple du badminton m'est venu en disant un surefficient au badminton, lui il bat tout le monde parce qu'il a compris le jeu. Il a compris où il fallait envoyer le volant et il arrive très précisément à savoir à quelle force et à quel angle il faut envoyer le volant pour que les autres soient en train de courir et qu'ils perdent le match. Et un surdoué, c'est quelqu'un qui se demande pourquoi on joue au badminton, et pourquoi le terrain il fait cette taille-là, et pourquoi le filet il est à cette hauteur-là, pourquoi il y a tant de points par manche, etc. Et c'est ça, un surdoué, c'est pourquoi on joue au badminton. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de sublimer le badminton en ajoutant quelque chose, en enlevant quelque chose? Et il y a cette envie de personnaliser les choses, de les sentir dans les tripes avant de pouvoir rentrer à l'intérieur. Voilà ce que je mettrais comme distinction entre les deux. Et je trouve cette distinction assez précieuse parce que ça permet de remettre en ordre certaines choses où on se dit au-dessus de 130 de QI, bah, on est surdoué. Oui, et alors? Enfin, je veux dire, ça voudrait dire que au-dessus de 130, on est tous dans un rapport au monde difficile. Bah non, on voit bien qu'il y a des gens qui ont des aptitudes que nous, on n'arrive pas à avoir parce qu'on a cette inadaptation de départ. On peut pas aller aussi loin dans le jeu tel qu'il est déjà posé. Voilà, donc j'espère que ma réponse n'est pas trop allée dans tous les sens, et en même temps je te fais confiance pour être un petit peu en arborescence aussi, donc du coup ça devrait aller. Et puis j'espère que ça a apporté quelques billes à ta réflexion, quelques petites pistes
pour aller creuser, aller voir Fabrice Michaud, et puis considérer que ce test de QI, il est frustrant, parce que tout simplement, c'est une donnée que la société a produite pour s'auto-analyser, et que là-dedans, on a tout le défaut des sciences humaines, c'est-à-dire que c'est Larsen, on est juge et partie à partir du moment où on se regarde nous-mêmes et où on s'évalue nous-mêmes. On est dans une sorte d'effet Larsen et on ne peut pas en sortir. Et quelque part, c'est insupportable, et quelque part, c'est bien de pouvoir quand même aller voir ce qui est possible de voir avec cet effet Larsen. Voilà. Et j'espère que cette réponse vous aura apporté quelques billes, et puis je vous dis à bientôt sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à réagir en commentaire, et surtout, n'oubliez pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!